Émilie, merci de me recevoir. C'est chouette de t'avoir aujourd'hui avec nous pour cet entretien. Je vais commencer par une question toute simple, c'est de te présenter. Ok, donc Émilie Le Goff. Moi j'ai eu plusieurs vies d'entrepreneur et les principales, donc j'ai créé un premier groupe d'intérim en 2010 que j'ai revendu en 2021, que j'avais co-créé, qui faisait à peu près 70 agences quand je l'ai vendu. Et en parallèle de ça, j'ai créé Troops, qui est une boîte d'édition de logiciels qui digitalise les groupes d'intérim. Donc je digitalise les concurrents de ma boîte d'avant. Donc voilà, toujours en cours et coprésidente de la French Tech Lyon-Saint-Etienne. Ok, Troops, ça a commencé quand du coup l'aventure? Ça a commencé en 2019, donc sur un modèle un peu start-up, puisque avec levée de fonds, c'est un truc que je ne connaissais pas du tout, parce que c'est pas du tout ce qu'on a fait dans la boîte précédente, mais donc j'ai connu un peu ce système de levée de fonds et puis qui se stabilise aujourd'hui sur plutôt un mode petite TPE, PME, tranquille. Parfait. Alors, pourquoi l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui t'a décidé de te lancer dans cette aventure? Alors moi, j'ai pas tellement eu le choix en fait. Je viens d'une famille d'entrepreneurs, mon père, ma mère, tous mes frères et sœurs. Évidemment, ça allait être ça dans mon parcours. Donc j'ai fait prépa HEC école de commerce dans cette optique-là. Et pour autant, j'ai fait 2 fois 3 ans de salariat juste après parce que j'avais pas eu l'idée ou pas prête, ou en tout cas je pensais que ça serait pas mal quand même d'apprendre un petit peu le monde. Donc 3 ans dans une toute petite boîte qui venait de se créer, donc ça m'a appris tout le bordel de la création d'entreprise, on va dire. Et à l'inverse, 3 ans dans un grand groupe très structuré, très processé, parce que très grand groupe. Donc j'ai appris effectivement tous ces process-là et appris beaucoup de choses. J'ai surtout appris que le salariat c'était pas fait pour moi, quoi. Okay. Voilà. Et donc derrière je me suis lancée. Qu'est-ce que tu recherchais du coup quand tu dis c'est pas fait pour moi? C'était quoi le sujet? C'est-à-dire que moi j'aime bien quand ça bouge, ça va vite. Dès qu'on a une idée, là principalement, et c'est pas du tout ce grand groupe-là parce que c'est partout, hein, mais dès qu'on a une idée, il faut que ça soit validé à 8 étages. Ça revient 8 mois après et il n'y a plus d'intérêt de la développer l'idée. Donc c'était trop lent. Trop d'inertie. Voilà, beaucoup trop d'énergie. Ouais. Avec ton expérience, alors j'ai compris que tu étais tombé un peu dans la marmite parce que ça faisait partie du processus familial, la création. Quelles sont les qualités qui semblent importantes pour toi pour être un chef d'entreprise ou un entrepreneur? Alors les qualités, je pense qu'il faut être assez confortable en zone de risque déjà parce qu'on l'est quand même en permanence, donc faut pas avoir peur de ça. Il faut être assez visionnaire quand même plus que les autres par rapport, c'est peut-être la compétence que doit avoir un entrepreneur vis-à-vis de ses salariés, de pouvoir voir les choses un peu plus loin, un peu plus rapidement en tout cas. Voilà, et puis savoir se faire plaisir. Okay. Alors il y a un sujet qui m'intéresse, moi, confortable en zone de risque. Comment tu fais pour être confortable en zone de risque? Moi c'est un peu, j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours cherché, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. C'est vrai que je m'ennuie ou je tourne en rond. Oui, du coup je suis pas du tout performante si je vais pas chercher cette zone-là. Franchement je sais pas comment je fais. Je sais pas si c'est inné ou si j'ai appris ça comme ça, mais c'est peut-être là qui me fait l'adrénaline et ce qui me fait plaisir de manière générale. Nous la zone de risque on l'appelle la zone d'inconfort, mais moi je préfère l'appeler la zone de progression parce que la zone de confort en fait on fait rien, on s'ennuie, et la zone d'inconfort c'est quelque chose qui nous permet de progresser justement. C'est ça que tu cherches, c'est de continuer à évoluer, à progresser, ou c'est cette adrénaline de l'inconnu peut-être Ouais, non, c'est peut-être oui effectivement, donc ça c'est sûr que ça aide à progresser parce que c'est en permanence et tous les jours en tant qu'entrepreneur où on progresse, mais ouais je pense que c'est pour moi, c'est un vrai plaisir parce que le risque, ça veut dire la nouveauté, donc effectivement un peu de danger. Alors, encore une fois, je me casse la gueule assez régulièrement aussi, mais c'est ce qui montre les limites et c'est vraiment, c'est quand on va jusqu'au bout qu'on voit où est la limite. Donc finalement, ça permet d'aller plus loin. Ouais. Alors, je suis obligé de changer l'ordre de mes questions parce que quand tu te casses la gueule, comment ça se passe du coup? Ça se passe pas. J'aime pas me casser la gueule là pour le coup. Autant j'aime bien être confortable, autant quand je réussis pas un projet ou voilà, et quand ça se passe pas très bien, mais ça dure bizarrement très peu de temps. Très peu de temps. Ouais. En fait, très rapidement, je vais aller chercher le côté positif du truc et puis je vais remonter, et puis je vais avoir une autre idée, et puis je vais avancer à droite, à gauche. Mais j'arrive à toujours voir le côté positif des choses en tout cas. Ça, pour le coup, je pense que c'est ma personnalité que j'essaye de transmettre à mes enfants. Ouais, c'est chouette parce que c'est une vraie qualité d'entrepreneur de savoir rebondir et se dire que les échecs, c'est qu'une étape pour arriver à obtenir le résultat. Quoi. C'est pas bien grave. J'inverse tout parce que du coup, tu m'as parlé de vision, donc j'ai envie de te parler de vision. Comment tu fais pour travailler ta vision? Est-ce que tu as une méthode? Est-ce que c'est quelque chose qui est inné chez toi? Alors inné, j'en sais rien, mais je suis très intuitive. Donc
d'une manière générale, alors, évidemment, je me trompe aussi, hein, mais sur tous les sujets, et y compris sur les sujets professionnels, j'ai l'impression que qu'il va falloir aller par là ou qu'il va falloir donner un gros coup de virage à 90 degrés pour la boîte. Et après, je vais beaucoup travailler là-dessus, donc pour être sûr, parce que l'intuition c'est bien, mais enfin, ça reste qu'une intuition, donc on ne dirige pas une boîte comme ça. Mais après, je vais beaucoup me renseigner à droite, à gauche, voir si effectivement c'est ce qu'il faut faire, voir auprès de mes collaborateurs aussi pour conforter ça, et puis ensuite pouvoir les tirer vers cette vision intuitive, on va dire, si elle se confirme. Donc tu sens le marché, mais que tu valides après par des études ou des consultations d'experts ou de tes équipes qui te permettent de valider ça en fait, en gros. Ouais, exactement. Ouais. Soit des experts, soit ça peut être d'autres copains entrepreneurs ou des copains qui ne sont pas entrepreneurs d'ailleurs, mais d'avoir cette perception-là, parce que parfois nous on est un peu dans notre monde, quand on est entrepreneur, on a beaucoup d'amis entrepreneurs, je ne sais pas pourquoi, mais du coup c'est bien de pouvoir aussi un petit peu élargir, et c'est pour ça aussi que je vais voir mes salariés ou d'autres salariés, tout type de personnes qui sont plus ou moins dans le secteur, en tout cas qui peuvent m'apporter une réponse sur la validité ou non de cette intuition. Ok. On parle justement. Alors la vision, après tu la transmets, juste pour finir, tu la transmets à tes équipes, comment ça se passe? C'est quelque chose d'important pour toi? C'est hyper important, mais je suis complètement nulle là-dessus. Parce que comme je bouge assez facilement et assez rapidement, j'ai l'impression d'avoir communiqué, alors que maintenant, en mûrissant, j'ai appris de mes erreurs, en tout cas je me rends compte que parfois non, j'ai pas communiqué ou mal communiqué en tout cas, et que je vais trop vite dans mes coups de virage, et il faut que je prenne le temps justement de plus communiquer, ce que j'espère je fais un peu mieux maintenant avec mes équipes pour pouvoir les embarquer et qu'elles se fassent plaisir aussi et qu'elles comprennent où elles arrivent. Et tu as l'impression que du coup, quand tu communiques mieux, c'est plus facile de les embarquer du coup? Et bien sûr, ouais. Non, c'est beaucoup plus facile parce que quand on bosse, on vient pas là pour savoir ce qu'on va faire la journée, mais on a quand même souvent un projet à 1 an, 2 ans, 3 ans. Je pense pas qu'aujourd'hui on puisse avoir une stratégie à 10 ans dans une entreprise, je pense que c'est plus possible, mais au moins d'avoir une vision à 6 mois, 1 an, 2 ans, c'est important d'avoir les valeurs de la boîte et la stratégie de la boîte en tête quand on est salarié, quel que soit le salarié de la boîte, quoi. Ok. Tu parlais des échanges avec tes amis entrepreneurs. On parle beaucoup de la solitude du dirigeant, des entrepreneurs. C'est quelque chose que tu as déjà vécu? C'est quelque chose que tu luttes? Comment tu t'organises par rapport à ça? Alors, honnêtement, je ne l'ai pas trop vécu. Tu avais déjà toute la famille déjà qui est dans exactement. Mais c'est hyper important, c'est exactement ce que j'allais dire. J'ai été associée sur ma première boîte. Là, je suis toute seule sur celle-ci, mais un vrai choix justement parce que je peux prendre des directives plus drastiques et je suis plus confortable comme ça toute seule. Mais pour autant, j'ai la chance d'avoir une famille d'entrepreneurs. Donc, quand je me casse la gueule ou j'ai des gros coups de stress, en fait on ne parle pas de ça justement, mais ils savent que c'est pas la peine d'en parler, que c'est un sujet et qu'en fait c'est pas grave. Je veux dire, on peut se viander, j'ai plein dans mon entourage de gens qui se viandent avec leur boîte ou pas, ou sur des projets, pas forcément la boîte, etc., mais finalement c'est pas très grave, et d'être entouré de personnes qui vont pas faire une énormité de ce qui se passe, finalement, ça permet de se remettre l'esprit en place et puis de pouvoir avancer plus confortablement. C'est intéressant ce que tu dis, parce que l'échec en France, on aime bien s'attacher à ça, hein. Ça nourrit, alors qu'ailleurs, c'est juste une étape. Et le fait de se dire que ça peut arriver et que c'est pas grave, c'est bien de l'avoir dans la philosophie. De toute façon, quand on entreprend, par définition, on peut se tromper à un moment donné. Ouais. Et il y a des jeunes chefs d'entreprise qui n'osent pas passer à l'action, parce que justement ils disent je risque de me planter, il y a le regard des autres, il y a tout le reste, et en fait ça fait partie du processus, quoi. Ça peut arriver. Exactement. On l'évite, mais ça peut arriver. C'est pas grave. Alors il faut se baquer un peu entre guillemets. On est d'accord. Quitte à arrêter, vaut mieux arrêter le mieux possible, on va dire. Mais effectivement, il n'y a pas plus que dans un emploi salarié qui se passe mal, sauf le chômage quand même. Il y a la petite assurance en France. Que les entrepreneurs n'ont pas, et franchement ça fait partie d'un de mes combats, parce que je trouve qu'il n'y a pas de raison en fait. C'est clair. Surtout qu'il y a quelques cotisations quand même. Ouais, tout petit peu. Tu as parfaitement enchaîné, puisque tu me parlais de la gestion du stress. Comment tu le vis chez toi au quotidien? C'est un sujet que tu traites comment en fait? Alors, quand j'ai une période assez chargée, je vais souvent boire des coups, même quand c'est pas une période de stress. mais en tout cas, moi, c'est mon mode de pouvoir parler d'autres choses et puis s'amuser. Et encore une fois, de prendre de la distance par rapport à ça. Et puis, je pense que c'est important. C'est-à-dire que si j'ai un truc hyper stressant à faire, il y a toujours des moments, c'est vraiment, je relativise au maximum, parce qu'encore une fois, il y a des choses vraiment plus graves dans la vie, donc j'arrive à prendre de plus en plus cette distance-là et de ne pas avoir un impact trop fort en termes de stress, quoi. D'accord.
Ce qui veut dire qu'en fait, tu prends de la hauteur, tu vas rencontrer des copains qui vont te parler d'autres choses et qui te font prendre de la distance par rapport au sujet, quoi. Ouais, exactement. Ou alors de travailler le sujet, justement, si on pose les pour et les contre, enfin, je veux dire, le risque, une fois qu'on connaît le risque maximum, on va dire, au pire, on a ça, je trouve que c'est plus confortable parce que voilà, on n'a plus que. Enfin, si on fait au-delà de ça, c'est que c'est mieux et au moins on ne touchera pas ça. Mais, alors moi, je reviens à mes petites casquettes de coach, je suis désolé. Mais c'est vrai que souvent, quand on n'a pas cette capacité de gérer ça, la peur, elle devient irrationnelle. C'est la peur émotionnelle, elle prend des proportions, alors que quand on analyse, le risque, finalement, il est bien moindre que ce qu'on peut imaginer. Ouais. Donc pouvoir faire ça, à mon avis, c'est un exercice qui permet de poser les choses. Un petit coup après avec les copains et nickel. Ouais, quoi. Puis après, ça va mieux le lendemain, mais effectivement, je suis complètement d'accord. Ok, ça marche. Dans ta vie, est-ce que tu as rencontré des mentors ou peut-être que tu ne les as pas rencontrés, mais tu as certaines personnes qui t'inspirent et qui te donnent une direction, qui te disent… Alors, je pourrais pas te citer de nom particulièrement, parce que j'ai pas eu un mentor en particulier, mais par contre, en permanence, ouais. En permanence, je vais aller m'inspirer de petites idées ou de façons de faire, de façons de communiquer, façon de manager la boîte, façon de recruter. Donc, dans tous les déjeuners que je peux faire ou les échanges que je peux avoir, j'ai tendance à prendre beaucoup, mais de manière générale, en fait. très plurielle et à tous les niveaux, mais pas de personne en particulier. Ouais, t'as pas une idole entre guillemets, c'est plutôt des petites techniques que tu vois à droite et à gauche et qui te permettent de t'inspirer sur des sujets. Ouais, mais même petite, hein. Même quand j'étais enfant, il y avait plein de copains qui étaient fans d'artistes et moi je faisais semblant, mais j'ai jamais réussi à être fan vraiment d'une personne en particulier. Ok, je comprends. Et en fait, en voyant, ça peut être au quotidien en fait. Tu rencontres des gens et tu dis tiens, ça c'est pas mal, je voudrais voir comment je peux faire moi pour l'appliquer, c'est ça en gros Ouais, exactement, mais ça peut être vraiment, ça peut être la manière dont je vais parler, je sais pas, à la maîtresse de mon enfant, donc rien à voir avec le business, mais de dire bah là j'ai encore une fois mal communiqué, donc parce qu'on n'a pas les mêmes choses en tête, donc faut que je fasse mieux. Et effectivement, je suis toujours pas bonne à ce niveau-là, donc ça peut être sur n'importe quel sujet d'essayer d'apprendre en fait en permanence, que c'est ça qui est sympa quand même. On emploie souvent le mot de leader, mais les leaders, on n'a pas besoin d'être Elon Musk pour être un leader. Il y en a autour de nous, hein, des leaders qui sont inspirants, qui sont chouettes. Oui, puis on peut être leader à tout niveau, quoi. Ouais, leader par les compétences ou par l'énergie. Une mère de famille avec des enfants, c'est déjà leader. Hein, comme ça. Ouais, on essaye. Ok. On parlait justement le mentorat, ça peut permettre de temps en temps de donner des inspirations. Toi, est-ce que tu as des techniques, des petites habitudes? Alors moi, j'appelle ça des routines. Le mot routine, des fois les gens n'aiment pas, mais j'appelle ça des habitudes gagnantes. Est-ce que tu as des choses qui font que ça te met en énergie, c'est ok, tu sais que tu vas réussir dans ce schéma? Alors j'ai pas de routine quotidienne, mais quand ça s'accumule trop, maintenant, trop de trucs, trop de to-do list qui est trop longue, en général ça va avec, c'est le bordel dans le bureau et à tout niveau, ça peut m'arriver de prendre une journée off, entre guillemets, qui pas une journée off, mais où je vais me remettre en place sur mon agenda, je vais tout ranger, tout m'organiser et remettre en place, et là je redémarre plus sereinement. Ça, j'avais tendance à pas le faire parce que justement c'est dans cette période-là qu'en général on n'a pas le temps. Mais là je prends de plus en plus le temps de faire ça et de remettre de l'ordre, et ça me permet de bien avancer, mais que ce soit physiquement, dans ma tête, sur mon ordi, tout. Pareil, dans l'appart ou dans le bureau, et en tout cas ça fonctionne. C'est super intéressant, c'est-à-dire qu'à un moment donné où tu en as partout, toi tu décides de prendre du recul. Ouais, voilà. Et ça te fait énormément de bien. Quoi. Ouais. Et comme tu disais, aussi bien physiquement que psychologiquement. Ouais, à tous les niveaux, je vais tout trier. Et ça veut dire que tu arrives à repartir complètement à fond derrière, quoi. Voilà, et puis le lendemain matin ça va mieux, ouais. Mais ça m'aide bien, ouais. Ça j'adore ça. Non, j'adore parce que c'est des vraies petites astuces, parce que souvent quand on est submergé, on est noyé, on alimente le système en fait. Et toi quelque part tu te dis stop. Et je reprends la main. En fait, tu reprends la main sur ton agenda qui, à un moment donné, t'a bousculé en réalité. C'est top. Ok. On parle d'équilibre, vie privée, vie professionnelle, qui n'est pas forcément simple quand tu crées une entreprise, parce que souvent on y pense H24. Comment tu fais? Est-ce que tu y arrives? Est-ce que c'est des sujets que tu as évolué aussi avec le temps? Alors moi j'ai une super astuce, c'est que je suis divorcée, donc j'ai mes enfants une semaine sur 2. T'as géré le sujet en fait. T'as pris une journée off, t'as dit je me sépare. C'est très pratique. Ouais. Alors même avec une semaine sur 2, avant je prenais pas le temps, mais maintenant très clairement la semaine où j'ai les enfants,
c'est le cas la semaine prochaine et j'ai des trucs tous les soirs. Mais en général, la semaine où j'ai les enfants, je ne fais pas de sortie pro le soir parce que j'essaye de passer du temps avec eux et puis d'en profiter à fond, y compris un week-end sur 2. Et puis par contre, la semaine d'après, voilà, j'ai tous les soirs de libre, je peux bouger si j'ai des déplacements professionnels. Donc j'essaye de réguler ça comme ça, et ce qui permet d'avoir un bon équilibre puis d'être moins tendu. Hein, si j'ai des semaines, quand j'ai des périodes un peu tendues, je rentre le soir, mais je suis hystérique, quoi. Alors qu'ils y sont pour rien. Après, ils sont de plus en plus grands, donc ils savent faire ils se mettent en mode parapluie certains soirs. Bien sûr. Mais du coup, tu as réussi à segmenter, à compartimenter, je voulais dire, les éléments. Et quand tu es avec ta famille, tu es avec ta famille. Oui, mais je dirais de moins en moins. Ouais, de moins en moins parce qu'ils grandissent. Ouais, voilà, parce qu'ils grandissent, parce que je leur parle de plus en plus de mes problèmes au boulot. C'est-à-dire qu'avant, voilà, mais sauf que là, maintenant, comme ils sont plus grands, sans leur mettre la charge, c'est pas l'idée, mais de partager, comme eux, ils ont des problèmes à l'école, je peux un peu plus échanger avec ça et leur dire, je suis tendu parce qu'il y a ça, ou je suis de bonne humeur parce qu'il y a ça. Donc, et puis ils peuvent de plus en plus m'aider sur certains sujets, etc. Donc, à la limite, je mélange presque plus, mais avec un meilleur équilibre du coup, quoi. Tu transmets l'entrepreneuriat dans la famille, du coup. Ah ouais, je pense qu'ils n'auront pas le choix. Si j'essaierais de leur laisser le choix. Si je les interviewe dans quelques années, ils vont dire j'avais pas le choix, c'était la famille. J'avoue qu'on est. Ouais, en plus, ils ont tous des pères entrepreneurs, donc ça va être compliqué pour eux d'avoir une autre voie, mais bon, on leur laissera le choix quand même, quoi. Ok. J'ai entendu le mot hystérique tout à l'heure, c'est drôle. Les émotions dans l'entrepreneuriat, comment tu gères ça? Parce que tu as l'air passionné dans ce que tu fais. Dynamique, comment tu gères la notion émotionnelle dans ton job? Alors la notion émotionnelle, je pense que en vie professionnelle, c'est-à-dire que si j'ai une mauvaise nouvelle ou je suis face à mes salariés, je pense que j'arrive vraiment bien à me contenir. D'accord. C'est factuel, Ouais, c'est assez factuel. J'arrive vraiment à prendre sur moi. Ça ne veut pas dire que ça bouillonne pas à l'intérieur, mais je pense que j'arrive à pas trop le montrer. Et a priori, d'ailleurs, c'est ce que je disais en termes de communication, pas assez. C'est-à-dire que même quand j'ai une très bonne nouvelle, ouais, super, on a signé ça, tout le monde est super content et dire mais ça va, tu t'es contente aussi ou pas? Parce que donc il faut, c'est aussi pas forcément terrible parce que je pense que c'est bien de partager aussi les émotions en interne, mais j'ai plutôt tendance à vraiment le contenir. D'accord. Ok. Super. J'ai une dernière petite question. On a un programme qui s'appelle Pas de plan B. Pas de plan B, ça t'évoque quoi, toi? C'est les entrepreneurs, quoi. C'est un peu le problème de l'entrepreneur. On en parlait tout à l'heure là sur le chômage. Effectivement, il n'y a pas de chômage pour les entrepreneurs. Après, je pense que si on est formaté entrepreneur, on arrête à peine un projet qu'il y en a un autre qui démarre derrière, quoi. Mais bon, effectivement, il faut redémarrer rapidement et puis voilà, sur un meilleur plan B, quoi. Ok, merci. Bah écoute, c'est un super échange. Je te remercie de cette spontanéité et de cette qualité d'échange. Et puis je te souhaite bonne chance pour la suite de Troops. Ouais, merci beaucoup.